Olivier, ça y est, on y est, une table ronde d'élus, singulièrement de parlementaires, autour d'une question clé, quelle stratégie de souveraineté énergétique de long terme pour la France? C'est en tout cas l'une des questions que vous allez leur poser, Olivier. Oui, merci beaucoup Nathalie Ricard. C'est l'une des questions que nous allons poser aux représentantes et représentants de la nation. Beaucoup de questions à leur poser dans ces temps d'incertitude politique qui durent. Des questions sur la trajectoire énergétique, le calendrier, bien sûr. On commencera par la PPE, loi, décret. Qu'en est-il? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la prochaine présidentielle pour avoir une PPE? Voilà, beaucoup de questions à poser à nos parlementaires, puisque, on le sait, c'est au Parlement que se décident de plus en plus les choix. Alors, pour débattre de ces sujets, on accueille tout d'abord Julie Lernos. Merci d'être avec nous, madame, députée écologiste de Loire-Atlantique. Je vous invite à vous installer ici. Bienvenue. La Loire-Atlantique est un département qui est très représenté, surreprésenté. On a deux autres députés de Loire-Atlantique qui sont ici. Mathias Tavel nous rejoint, député France Insoumise de Loire-Atlantique. Donc, asseyez-vous à côté de Julie Lernos si vous le voulez bien. Et Karim Benbrahim, député socialiste du 44. Bienvenue, merci d'être avec nous. Lui est député du Rhône. On accueille Jean-Luc Fugy pour le groupe Ensemble pour la République, président du Conseil supérieur de l'énergie. Avec nous également Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, non inscrit. Et enfin Maxime Amblard, député Rassemblement National, député de la Meuse. Je vous en prie. Et pour réagir aux propos des députés, j'invite à nous rejoindre le président du syndicat des énergies renouvelables, Jules Nissen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, merci à chacune et chacun d'être là. On va d'abord vous entendre sur la PPE. Et puis, je vous demanderai quelle est votre stratégie, en tout cas, quelle est la stratégie de vos partis respectifs quant à la souveraineté énergétique de la France. On commence avec vous, Julie Lernos, si vous voulez bien. L'absence de PPE entretient un climat d'incertitude. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut parler d'urgence à clarifier la situation? Et en même temps, j'ai envie presque de m'excuser parce que je vous ai déjà posé la même question l'année dernière. Et c'était ici, il y a un an exactement. Tout à fait, et la situation a malheureusement pas évolué ou évolué à recul, puisque cette année nous avons eu de nombreux reculs sur la transition énergétique et notamment sur les énergies renouvelables. Je parlais par exemple de l'arrêté S21 qui a mis un coup d'arrêt à un certain nombre de projets. L'absence de loi de programmation énergie-climat et de PPE, bien évidemment. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est presque trop tard. On a des échéances qui vont arriver majeures en 2027 et en fait, on a un gouvernement qui a pataugé dans le flou avec aucune orientation et trajectoire en matière d'énergie et de climat. Quand on voit le positionnement de la France aujourd'hui au niveau de l'Union européenne sur les nouveaux engagements climatiques qui renvoient et bloquent toute discussion. Juste avant la célébration des 10 ans de la COP21, on est très loin de l'élan qu'il y a eu et on voit par rapport aux autres pays européens que la France fait exception car elle est la seule qui est en retard et très en retard sur le développement des énergies renouvelables. Je veux rajouter une chose puisque fait notable aujourd'hui, vous m'avez posé la même question l'année dernière, mais l'année dernière nous n'avions pas un représentant des climato-fascistes parmi nous. Je veux le dire parce que s'il y a un enjeu sur le réchauffement climatique et sur la transition énergétique, c'est que l'obscurantisme ambiant dans le monde, mais notre pays n'en fait pas exception, puisque l'extrême droite rachète des journaux qui font des grands titres avec des mensonges éhontés. La science et la rationalité n'est plus ce qui nous mène et ce qui nous guide. Et nous avons eu à l'Assemblée nationale, lors de l'examen de cette proposition de loi absolument fantaisiste, la réouverture de la centrale de Fessenheim, qui est physiquement pas possible, et un moratoire sur les énergies renouvelables. Et je rajoute
qui a été voté des deux mains par les Républicains et par le Rassemblement national. Et je rajoute que dans la niche du Rassemblement national, si vous n'en avez pas eu assez ou si vous n'avez pas compris quelle était leur orientation, il y a une proposition de loi pour réduire la croissance du photovoltaïque. Voilà ce qu'est l'extrême droite en France, qui est non seulement un danger pour nos démocraties, notre état de droit, pour la question de la solidarité, de l'humanité et l'immigration, mais aussi qui nous mène vers un chaos climatique et un chaos énergétique, parce qu'il est faux de prétendre qu'on peut se passer des énergies renouvelables. Il peut y avoir un débat sur les énergies décarbonées, les énergies renouvelables et le nucléaire. Par contre, dans tous les scénarios de décarbonation et de transition énergétique, les énergies renouvelables ont une place fondamentale et on ne peut absolument pas s'en passer. Et donc je regrette aujourd'hui la présence d'un membre du Rassemblement national qui se bat ardemment contre la science, contre le climat et contre un prix accessible de l'énergie, une sécurité d'approvisionnement énergétique et contre les énergies renouvelables, ce qui est un enjeu majeur ici aujourd'hui. Maxime Amblard, vous aurez... Maxime Amblard, vous aurez l'occasion de réagir, mais pas tout de suite. On va continuer le tour de table parce que peut-être qu'il y aura d'autres adresses, donc on les regroupera. Julie Lardot, simplement pour revenir juste sur la PPE, parce que je vais être très clair dans mes questions à chaque fois. Je vais vous demander, est-ce que vous voulez une PPE par décret ou est-ce que vous voulez qu'on conduise le cheminement autant que possible, si c'est faisable, à l'Assemblée? Alors, quid? Alors, à part si il y avait un Premier ministre qui disait on passe une loi de programmation énergie-climat qui a une solidité et une valeur et on le passe avec la gauche et on arrête de reprendre à notre compte parce qu'il y a la culpabilité du Rassemblement national, mais il y a aussi le bloc central qui fait la courte échelle au Rassemblement national et donc qui reprend à son compte un certain nombre de thèses qui sont climato-négationnistes en réalité. Et donc, soit il y a du courage politique à un moment donné dans notre pays et on se tourne vers toutes les forces qui sont présentes et avec lesquelles on peut faire passer une loi de programmation énergie-climat digne de ce nom, qui est beaucoup plus robuste dans notre état de droit, qui sera attaqué par l'extrême droite sans aucun doute. La PPE aujourd'hui, oui, on peut la prendre par décret si ça donne une trajectoire, mais elle sera écrasée et il faut la prendre tout de suite. Avoir de nouvelles discussions comme on a eu là, qui ne mènent absolument à rien, je n'en vois honnêtement pas l'utilité. Jean-Luc Fugit, représentant du Bloc central, de fait. Merci d'être là. Est-ce que vous avez des infos qui nous confirmeraient ou non une décision prochaine de Sébastien Lecornu quant à cette PPE? Écoutez, je garderai pour moi les conversations que j'ai pu avoir avec Sébastien Lecornu. Donc j'ai attiré l'attention d'ailleurs sur la nécessité de sortir une PPE assez vite. Alors, je ne sais pas si moi je suis un climato ou quelque chose, mais ce qui est certain, c'est que j'ai une certaine idée de ce qu'on pourrait faire donc, en matière énergétique. Et il me semble qu'il faudrait déjà resituer un tout petit peu les choses. Peut-être que je vais enfoncer d'autres portes ouvertes. Je vais quand même rappeler que le plus grand défi qui devrait nous réunir, ce défi qui devrait être vraiment transpartisan, c'est qu'on a face à nous un problème. Nous dépendons pour notre consommation énergétique, nos 1500 TWh sur l'ensemble de l'année, à 60% dont des énergies fossiles. Et on a un véritable défi. Je crois que la table ronde, elle s'intitule, c'est pas règlement de compte, elle s'appelle souveraineté énergétique. Est-ce que c'est une priorité nationale? Je crois que c'est ça. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Et moi, la souveraineté, je crois que c'est un enjeu. Alors, il y a un défi à relever qui est extrêmement important. Il est à la fois, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce défi de la sortie des énergies donc fossiles, de sortie progressive, c'est à la fois un défi écologique et c'est à la fois un défi économique. Et ce défi, eh bien, il s'appuie sur la question de la souveraineté, justement. Et la souveraineté elle-même est un défi. Et la souveraineté énergétique, je vais venir sur la PPE, rassurez-vous, la souveraineté énergétique, finalement, c'est quoi en fait? Elle va dépendre de 3 capacités A. La première capacité A, c'est à produire des énergies décarbonées sur notre sol. On y reviendra, je crois, un peu plus tard dans le débat. La deuxième capacité, c'est la capacité à créer un écosystème industriel compétitif pour pouvoir renforcer, développer nos filières énergétiques. Et moi, ce que je mets derrière les filières énergétiques, c'est l'ensemble des énergies renouvelables et c'est aussi le nucléaire, mais j'y reviendrai. La troisième capacité, c'est celle aussi qui est de pouvoir accompagner nos concitoyens dans les évolutions de mode de consommation. On parle souvent de l'électrification, c'est aussi accompagner nos industriels vers la défossilisation. Vous savez que j'aime bien ce terme-là.
la défossilisation progressive donc de nos activités économiques. Et pourquoi je parle de défossilisation? C'est parce qu'ici, on parle entre personnes qui connaissent un petit peu le sujet, en tout cas je l'espère, mais si on veut embarquer nos concitoyens, il ne faut pas leur bassiner les oreilles avec la décarbonation, il faut leur parler de choses concrètes. Et la défossilisation, j'ai pu expérimenter dans ma circonscription, la plus belle de France, puisqu'on y produit et on y vend du côte-rôti, mais bon, c'est pour la blague, c'était pas pour... Voilà. J'ai pu expérimenter qu'ils comprenaient, ils adhéraient beaucoup mieux aux démarches de défossilisation qu'aux démarches de décarbonation, parce que c'est conceptuellement plus facile à aborder. Si j'en viens à la PPE, je voudrais rappeler que c'est un outil finalement de planification qui, avec la stratégie nationale bas carbone, qui, avec le plan national d'adaptation au changement climatique, donc représente, de mon point de vue, quelque chose d'assez cohérent pour traduire donc, la stratégie française énergie-climat qui a été choisie ces dernières années, laquelle s'appuie sur la sobriété énergétique, sur l'efficacité énergétique, sur lesquelles il faut sûrement faire plus, notamment en termes de financement pour l'efficacité énergétique, ça j'en conviens, et je peux largement débattre avec mes collègues, qu'ils soient un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, mais je serais peut-être un peu plus d'accord avec ceux de gauche pour ce point-là, me semble-t-il, mais il y a aussi donc ces deux briques-là, il y a aussi la brique du développement du nucléaire et du développement des énergies renouvelables. Et la PPE, c'est justement donner cette perspective sur notamment les 10 ans qui viennent. Et la PPE, et notamment le travail qui a été fait autour, dit autrement, c'est ce que j'avais dit à la tribune de l'Assemblée nationale quand l'ancien Premier ministre avait voulu un débat le 28 avril dernier, elle n'est pas sortie du chapeau. La PPE qui a été proposée, qui existe, elle a été débattue dans des groupes de travail, elle a été débattue et travaillée avec beaucoup d'acteurs de cette salle. Certains sont membres du Conseil supérieur de l'énergie que j'ai l'honneur de présider. Il y a même des parlementaires qui sont membres de ce conseil. Alors il faut dire qu'il y en a qui siègent jamais, mais n'empêche qu'ils sont membres. Et on en a même qui partent en déchirant les feuilles ou en claquant la porte des réunions parce que les débats sur la PPE ne leur conviennent pas. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a fait un débat, il y a eu beaucoup de débats, il y a des contenus sur la PPE. La PPE, elle est prête. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'ancien Premier ministre, comme je l'ai dit au nouveau, vendredi dernier, je pense qu'il faut qu'elle soit publiée assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y en a un peu marre de ces stop and go pour les investisseurs. On sait très bien que ce n'est pas bon pour les industriels. Et ces allers-retours, ces atermoiements font qu'aujourd'hui, il y a des filières qui sont en tension, en très forte tension. J'imagine que mon collègue Mathias Tavel en parlera autour de l'éolien, je lui laisserai en parler notamment du côté de l'Atlantique, mais on peut penser aussi à tout ce qui se passe autour du solaire. Moi je pense notamment au Gigafactory, entre autres, par exemple, sur les panneaux solaires qu'on a lancés dans ce pays. Quand dans ce pays, on a un débat sur les questions énergétiques et qu'on a des gens qui votent, enfin des gens, pardon, excusez-moi, des collègues parlementaires qui votent un moratoire sur le développement des énergies renouvelables et qu'en même temps, on dit il faut, ben, moi à un moment donné ça me pose un véritable problème et donc oui, je crois qu'il faut que tout le monde clarifie sa position et qu'on écoute les acteurs de terrain, il faut publier une PPE assez rapidement, ça me paraît assez évident. Pour finir peut-être, dire un mot aussi sur le fait qu'elle doit être certes publiée assez vite, mais derrière il faudra aussi travailler la question budgétaire. Et sur la question budgétaire, c'est comment on accompagne notamment le développement des énergies renouvelables, etc. Et comment aussi on investit sur le nucléaire. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que moi je suis extrêmement déçu et en colère du débat repris par un certain nombre d'acteurs et de médias qui consiste à faire croire que les énergies renouvelables, ce n'est pas compétitif. C'est quand même assez insupportable parce que c'est faux. C'est entièrement faux. Tous les chiffres le démontrent. Encore faut-il faire l'effort intellectuel de chercher à le comprendre et de le regarder et de les opposer systématiquement au nucléaire. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, le nucléaire et le renouvelable, en les associant, en additionnant ces solutions, parce que la solution n'est pas unique, c'est ce qui va nous permettre de sortir progressivement des énergies fossiles. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que vous nous aidiez à sensibiliser les parlementaires à sortir des débats stériles nucléaires contre donc, les énergies renouvelables, à sortir même des débats encore plus stériles de comparer les énergies renouvelables entre elles. Moi, je suis désolé, mais l'hydrolien est intéressant, comme l'est la géothermie. Mais oui, l'éolien est intéressant, comme l'est l'énergie osmotique. Et le photovoltaïque est intéressant, comme l'est l'agrivoltaïsme. Et de manière très précise. Et donc ça il faut que vous nous aidiez à convaincre les parlementaires qu'il faut sortir de ça. Et que les parlementaires mettent plutôt leur énergie à trouver des solutions pour sortir des énergies fossiles, parce que c'est à ce prix-là qu'on aura une souveraineté énergétique digne de ce nom. Et la PPE, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'une marche, ce n'est qu'une brique
dans la grande transition que nous avons engagée, il faut défossiliser progressivement l'ensemble de notre économie et ne jamais le faire en opposant évidemment la compétitivité de nos entreprises avec l'écologie. Il faut passer au-delà de tout ça et se donner une véritable trajectoire. Et donc ça commence déjà par essayer de converger sur une PPE. Merci. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire dans les semaines qui viennent. Merci. Vous parliez de la façade atlantique. On va échanger avec Mathias Tavel, qui est député France Insoumise de Loire-Atlantique, et vous êtes sur la circonscription de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, premier parc d'éolien en mer. On le sait, on a entendu ce matin des représentants de cette filière qui s'inquiètent d'une PPE qui ne sort pas et qui bloque finalement les prochains appels d'offres, notamment l'appel d'offres numéro 10. Est-ce que ça a déjà des répercussions concrètes sur le territoire? Il y a eu des mouvements sociaux sur votre territoire dans une grande entreprise. Je vais vous laisser donner son nom et puis développer. Et puis je vous pose également la question de la PPE, mais peut-être dans un premier temps connaître les répercussions très concrètes sur votre territoire d'une absence de PPE à ce jour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va parler de l'éolien en mer, soyez-en sûrs. Mais sur l'éolien comme sur le reste, ce qu'on constate, c'est un retard considérable, un retard global sur nos objectifs climatiques si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, un retard massif sur le développement des énergies renouvelables, rien que si on voulait se conformer aux objectifs qui sont assignés à l'échelle européenne, un retard sur les financements pour cela, et pour ce qui concerne évidemment l'éolien en mer, un retard sur notamment la publication de l'appel d'offres numéro 10, même si ce n'est pas le seul retard. Retard qui veut dire donc qu'on ne fait pas la décarbonation, qu'on ne fait pas la sobriété qui est nécessaire, qu'on ne fait pas l'électrification massive dont nous avons besoin, parce que je fais partie de ceux qui pensent que le problème de la France n'est pas de produire trop d'électricité, mais de ne pas en utiliser assez à la place des énergies fossiles. Alors sur l'éolien en mer, très clairement, on a une situation qui est ubuesque. Nous avions à Saint-Nazaire la fierté, nous l'avons toujours d'ailleurs, d'avoir eu le premier parc éolien maritime du pays. Pour le faire, il y a une filière qui s'est construite pour assembler les turbines, pour ensuite, avec le port, aller permettre leur installation au large. D'autres se sont engagés, les chantiers de l'Atlantique, autour des sous-stations électriques, et ils attendent eux aussi la confirmation pour les enjeux de sous-stations. Et on voit que tout ce qui a été engagé, qui est toujours là, qui est prêt encore à aller, mais commence à être fragilisé, surtout quand les stratégies d'entreprises comme celle de General Electric sur les turbines ne sont pas aussi soucieuses de l'intérêt général et de l'intérêt national que peuvent l'être d'autres entreprises. Et donc on a eu quand même sur Saint-Nazaire à l'usine General Electric et à côté de Nantes au centre de recherche, parce que ce n'est pas que l'usine, hein, c'est aussi les commerciaux, les ingénieurs, donc c'est l'avenir de la filière qui est menacé, pas seulement son présent, des centaines de suppressions d'emplois chez les intérimaires, chez les ouvriers, chez les ingénieurs, chez les commerciaux. Et face à cela, on a eu une inaction totale des pouvoirs publics et du gouvernement. Nous avons alerté à de nombreuses reprises les différents ministres, y compris le Premier ministre qui est venu à Saint-Nazaire au mois de mai, qui n'a pas eu un mot sur l'éolien en mer. Venir faire un comité interministériel de la mer à Saint-Nazaire, avec en décor derrière les éoliennes du parc Dieu-Noirmoutier qui sont en cours d'installation, et ne pas dire un mot sur la filière, franchement, on se demandait si c'était juste un décor de film ou si on avait raté quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est que ce retard et cette inaction, ils ne tombent pas du ciel. Nous, on a défendu dans la loi APER, il y a maintenant près de 3 ans, le fait qu'il y ait des objectifs chiffrés pour les énergies renouvelables. Ça nous a été refusé par le gouvernement de l'époque et la ministre Pannier-Runacher. On a défendu qu'il y ait un vrai projet de loi de programmation de l'énergie-climat. On nous a dit, vous aurez la proposition de loi de M. Grémillet, contentez-vous-en. Quand est venue la discussion sur la loi Grémillet, on a voulu mettre dans cette loi des objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables qui n'étaient pas ceux que nous visons, c'est-à-dire 100% d'énergie renouvelable à 2050, mais simplement ceux qui étaient dans le projet de PPE du printemps. En gros, on s'alignait sur ce que proposait le gouvernement. Franchement, vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait pas d'efforts. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu? En commission, nous les avons votés, y compris avec l'aide de Jean-Luc Fugit et quelques-uns de ses collègues. Et sitôt arrivé en séance, patatras,
Tout est supprimé, tous les objectifs que nous mettons sur l'éolien en mer, sur l'hydrolien, toutes les propositions que nous faisons sur l'éolien terrestre ou sur le photovoltaïque sont refusées, rejetées par l'ensemble du bloc central, et y compris, sans doute malgré lui, par Jean-Luc Fugit, mais surtout par le rapporteur Antoine Armand, par le ministre Marc Ferracci. Donc, à un moment, dire on est en urgence, oui, mais qui a bloqué? Qui a fait prendre autant de retard? Et donc, je pense que si on veut sortir de ce retard, rattraper une partie de ce retard, une partie ne se rattrapera pas. Il faut changer radicalement de méthode. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du groupe La France Insoumise, mais aussi les collègues de Loire-Atlantique qui sont à côté de moi, Julie Lernoux et Karim Benbrahim, j'ai déposé une proposition de loi en juillet pour permettre le lancement de l'appel d'offres numéro 10, même s'il n'y a pas de loi Grémillet, et même si le décret de la PPE n'est pas pris pour la nouvelle PPE. En gros, on autorise à dépasser les objectifs qui sont dans la PPE en vigueur, y compris si c'est toujours la PPE 2 qui s'applique. Cette proposition de loi, elle est là, elle existe, elle est déposée. Il n'appartient, la première semaine où on a la maîtrise de l'ordre du jour est un peu lointaine, sans doute en novembre, mais le gouvernement peut l'inscrire avant s'il le souhaite. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous en avez besoin, faites pression pour que ce soit le cas. Et sur la PPE, décret, pas décret? Mais on peut toujours prendre le décret. Mais si vous changez de Premier ministre dans 15 jours, ce qui est une hypothèse qui peut arriver, un autre Premier ministre peut prendre un autre décret. Donc on voit bien qu'on a besoin de la solidité de la loi. Et comme la loi globale, manifestement, il n'y a pas de volonté de permettre qu'elle soit adoptée en travaillant avec les forces de gauche, eh bien alors faisons au moins l'effort de faire des lois sectorielles, par exemple sur l'éolien en mer, pour asseoir le décret et l'appel d'offres, surtout, parce que en matière d'éolien, c'est surtout l'appel d'offres qui est important, sur une base légale, solide, cohérente, efficace. Et il y a une majorité à l'Assemblée sur cet objet-là, puisqu'il y en avait une en commission. Il suffit seulement que les collègues macronistes fassent le même vote qu'ils avaient fait en commission et pas le même vote qu'ils avaient fait en séance. Merci. Raphaël Schellenberger, moi, on voudrait pas, je ne renouvelle pas trop mes questions, c'est un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce que vous êtes favorable ou non à une PPE par décret? Et d'ailleurs, pour ajouter une petite question nouvelle, est-ce que l'idée de proposition de loi sectorielle pour résoudre notamment la question de la O10, c'est une bonne idée? Est-ce que cette proposition de loi, vous pourriez la faire vôtre également? D'abord, c'est fini les vacances, là. C'est reparti le spectacle du débat démocratique français depuis quelque temps. Et on voit bien, là, en l'espace de 15 minutes, toutes les données du problème et toute l'incapacité qu'on a dans ce pays depuis 2 ans et demi, encore plus depuis 1 an et demi, à essayer de trouver des chemins de consensus, de compromis. Il y a des élections présidentielles dans 1 an et demi. C'est pas maintenant qu'on va apprendre ce que c'est qu'une démocratie parlementaire à l'allemande ou à l'européenne, qui est capable de faire des pactes de gouvernement dans lesquels on accepte qu'on n'ait pas 100% raison, mais on gouverne ensemble parce que c'est quand même important de gouverner. Et puis on verra au moment de l'élection pour défendre des projets différents, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire c'est à cause de bidule ou c'est à cause de trucs qu'on n'est pas allé assez loin. Ça, c'est la donne de base. Dans cette donne de base, on voit bien le sketch qui a été celui de la PPE depuis 1 an et demi, où à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il se trouve une fois une force politique, une fois un syndicat de filière, une fois même peut-être une entreprise particulière qui n'a pas été, pardon, mais on est là pour animer l'après-midi, une entreprise particulière qui n'a pas été suffisamment traitée dans le projet de décret précédent pour expliquer au ministre suivant que le décret n'est pas bon, n'a pas été suffisamment travaillé, la concertation n'était pas satisfaisante. Résultat, ça fait 4 ans qu'on concerte sur la PPE 3 et qu'à chaque fois qu'on est prêt à aboutir, manque de bol, on change de gouvernement, et manque de bol, le même sketch se reproduit. Les forces politiques défilent dans le bureau du nouveau ministre, les syndicats de filière défilent dans le bureau du ministre, les entreprises elles-mêmes défilent dans le bureau des ministres pour dire « nous n'avons pas été personnellement suffisamment traités ». Résultat, le nouveau ministre qui n'attend qu'une seule chose, une seule, expliquer à quel point lui sera meilleur que son prédécesseur,
décide de reporter la publication de la PPE. Enfin, relisez ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est à peu près à chaque fois ce sketch-là. Comment on traite, de ce point de vue-là, les urgences, parce qu'il y en a dans le temps qui est devant nous. D'abord, permettez-moi de partager une conviction, c'est qu'en matière énergétique, on a une vision stratégique qui est, à l'échelle européenne et peut-être même à l'échelle française, exceptionnellement stable depuis 20 ans. Et peut-être qu'on est dans le moment où elle est le plus stable d'ailleurs. Ça fait 20 ans que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut produire de l'énergie décarbonée. Alors avec une intensité de la conviction qui est plus ou moins forte en fonction de l'époque. Mais globalement, on a une conviction commune à l'échelle de la plaque européenne qui est de dire qu'il faut produire de l'énergie décarbonée. Alors après, on peut faire le sketch, est-ce que c'est de l'énergie éolienne, solaire, osmotique, nucléaire, etc. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, peu chère et décarbonée. Formidable, formidable. Une fois qu'on est d'accord sur ce cap stratégique, de quoi est-ce qu'on a besoin d'un point de vue technique, dans la loi, dans le décret, dans les finances publiques? De stabilité, pour tout ce qui est rentable, on a juste besoin d'un peu de stabilité. Peut-être même que si c'est vraiment rentable, le marché, pardon, je suis le représentant d'un courant de pensée libéral, peut-être que même si c'est rentable, le marché fait son affaire tout seul de la stabilité. Si c'est décarboné, si c'est rentable, il n'y a pas besoin de grand-chose, ça marche. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de décisions publiques? Pour ce qui est balbutiant, ce qui est expérimental, ce qui cherche son marché, ce qui cherche son modèle. Et là, on a toujours un niveau qui est difficile dans le débat public, c'est qui décide on met de l'argent public parce que, ok, c'est balbutiant, c'est le début, il faut amorcer le nouveau marché, donc on va mettre de l'argent public pour aider, et puis un jour on va retirer l'argent public parce que le marché sera suffisamment mature pour que ça fonctionne tout seul. Qui décide si c'est l'énergie osmotique, ou si c'est la marée motrice, ou si c'est le solaire photovoltaïque avec ou pas du stockage, qui fait l'objet de concentration des moyens publics pour amener cette technologie vers la rentabilité et le marché? Je repose la question de façon un peu pragmatique. Ça, c'est difficile à faire en ce moment. Donc, permettez-moi de partager juste une petite conviction de juriste. C'est que la loi, on ne la construit pas pour être changée tous les 5 ans. Et j'ai peut-être un petit écart avec mon collègue Tavel. C'est-à-dire que les bonnes lois sont des lois qu'on n'a pas besoin de changer tous les 5 ans. D'ailleurs, le principe même de dire qu'une loi sera révisée tous les 5 ans devrait nous conduire à considérer que ça n'est pas du domaine de la loi, mais que ça relève du domaine du règlement. Une loi qui impose qu'une nouvelle loi vienne, c'est la loi de finances. Il n'y a pas d'autre loi qui répond d'une logique de révision périodique par le législateur. Pourquoi ? Parce qu'aucun législateur ne peut imposer une façon de travailler au législateur suivant. C'est juste la hiérarchie des normes. Et se battre pour que des éléments qui relèvent du règlement, de l'arbitrage technique, voire technologique, soient dans la loi, c'est in fine corrompre le principe même de ce qu'est la loi. Donc ça, c'est mon premier propos. La loi, elle est de portée générale, de portée stratégique, et elle ne peut pas avoir pour ambition d'être révisée tous les 5 ans. De toute façon, on n'arrivera pas à voter une PPE. On n'y arrivera pas. Vous avez eu la démonstration. Je ne suis aujourd'hui plus dans aucun groupe politique, donc je ne défends que ma propre chapelle. C'est une liberté exceptionnelle. On n'arrivera pas à voter une PPE qui tienne la route, qui soit cohérente. L'état du Parlement ne le permet pas, mais de toute façon, la matière énergétique ne relève de la loi que pour le volet stratégique. Arbitrer combien de pylônes d'éoliennes, combien de kilos de panneaux photovoltaïques et combien de grammes de combustible nucléaire il faut retraiter tous les ans, ce n'est pas du domaine de la compétence du législateur. On n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des techniciens. On est parfois de piètres stratèges, mais ça, au moins, c'est un peu notre boulot. Donc, limitons-nous à ce que sont à peu près nos compétences. La loi, elle n'a pas vocation à être révisée tous les 5 ans. À partir de là, moi, je considère que
dans l'impasse politique dans laquelle on est aujourd'hui, on a un Rassemblement national qui dit si la PPE sort, je censure. On a un bloc de gauche qui dit la PPE c'est jamais assez, on censure. Bon, moi je dis tant pis pour la PPE. Traitons les urgences les unes après les autres. Raphaël Schellenberger, on va faire tourner la parole. J'arrête. Traitons les urgences les unes après les autres. Et dans le fond, je me retrouve assez dans ce que dit Mathias Tavel. On a une urgence sur la filière de l'éolien maritime, offshore. Eh ben, allons-y, traitons ce problème. On a un sujet sur le nucléaire où on a encore un cadre réglementaire qui nous dit qu'il faut fermer 14 réacteurs. Eh bon, traitons ce sujet-là. Traitons les sujets les uns après les autres, calmement. Et cherchons un accord à l'Assemblée. Une vision globale, on ne peut pas en avoir. C'est ça, et cherchons un accord à l'Assemblée. Non. 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 Décret par décret. Décret par décret, voilà, c'est dit. Maxime Amblard, député RN de la Meuse. Donc, Raphaël Schellenberger en parlait à l'instant. Que ferait le RN si demain le Premier ministre publiait un décret sur la PPE sans passer par le Parlement? Quelle serait la réaction du Rassemblement national? Moi, je suis assez surpris de voir quelques-uns de mes collègues qui ont contribué à l'arrivée de cette PPE en retard, enfin qui n'arrive pas, mais au retard de cette PPE. Ça fait quand même 3 ans, je crois, avant même la dissolution, qu'elle était censée passer à l'Assemblée nationale, toujours rien. De voir que la seule variable d'ajustement qu'ils ont pour faire en sorte que la PPE sorte, c'est de s'asseoir sur la démocratie. C'est de s'asseoir sur le fait qu'on soit obligé de voter à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi de programmation énergétique avant de publier le décret lié à la PPE qui doit découler du coup de cette loi de programmation énergétique. Je trouve ça quand même assez inquiétant dans le fond. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans cette cohérence-là, que le Rassemblement national refuse, non pas qu'il y ait de PPE en soi, mais refuse qu'il y ait de publication de décret avant le vote d'une loi de programmation énergétique à l'Assemblée nationale. Ça me semble logique et de bon sens quand on a le respect de la démocratie. Visiblement, tout le monde ne l'a pas ici malheureusement. Ensuite, j'admets totalement que si on arrive à se mettre d'accord à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas impossible, je pense, on a un deuxième round qui devrait se produire quand on aura un gouvernement, j'espère qu'on l'aura un jour. Suite à ce deuxième round, si la loi est votée et que, par exemple, il n'y a pas de moratoire sur les énergies intermittentes, j'y reviendrai, sur les énergies intermittentes, dont acte. Mais la loi, au moins, aura subi son processus démocratique et, à la fin des fins, le Rassemblement national ne s'y opposera pas. Et ne s'opposera pas à un décret qui sera cohérent avec cette loi-là derrière. Par contre, s'il y a un passage de décret ou d'autres décrets qui sont des petites parties de PPE camouflées en force, oui, ce sera un motif de censure pour le prochain gouvernement. J'aimerais profiter du fait d'avoir la parole ici pour rappeler quelque chose que je me suis acharné à répéter, mais que visiblement Madame Lernos est plus douée pour faire des insultes que pour écouter et pour comprendre. Le Rassemblement national n'est pas contre les énergies renouvelables. Mais bon, pour ça, il faudrait nous écouter. Le Rassemblement national est contre les énergies intermittentes, qui ne sont qu'une sous-partie des énergies renouvelables. L'hydraulique que nous défendons farouchement depuis plusieurs années d'ailleurs, et grâce à nous, on a remis le débat de la problématique qui se pose, notamment avec l'Union européenne, qui, j'ai cru comprendre, devrait se résoudre sous peu, est une énergie renouvelable. Nous sommes pour. Tout comme la géothermie, l'aérothermie, la biomasse, le biogaz, je peux en citer encore beaucoup. Non, il y a juste une différence fondamentale à observer, et je suis content que M. Schellenberger l'ait cité, c'est que l'objectif est à la fois de développer des énergies décarbonées, mais aussi de développer des énergies abordables. Parce que vous pouvez faire pédaler votre grand-mère sur un vélo électrique, elle vous produira de l'électricité décarbonée. Mais elle ne sera pas du tout aussi rentable que de l'électricité éolienne, et encore moins que de l'électricité nucléaire. Voilà. Donc derrière, il y a quand même un double objectif. Parce que si on produit de l'électricité qui est impossible à être achetée, ou qui est trop chère à la fois pour le pouvoir d'achat des Français ou pour la compétitivité des entreprises, ça ne sert à rien de la produire. Donc quand on regarde, et je pense que j'en terminerai par là parce qu'on abordera ce sujet-là sur la prochaine question, quand je regarde physiquement, sur la base de véritables données, pas juste sur la base d'anathèmes ou d'idéologie, quand je regarde physiquement ce qu'il en est, j'observe que, et malheureusement, les énergies intermittentes, parce qu'elles sont intermittentes et diffuses également, elles sont moins efficaces, elles sont moins rentables que toutes les autres énergies pilotables qu'il peut y avoir derrière, tout ce que j'ai cité, donc nucléaire, hydraulique, géothermie, aérothermie, biomasse, biogaz, hydraulique, etc.
Mais moi, ça me peine également. J'aurais adoré que l'éolien ou que le photovoltaïque puisse être aussi efficace et qu'on puisse développer massivement une énergie décarbonée et abordable grâce à ces sources-là. Mais ce n'est pas le cas. La physique dit que ce n'est pas le cas. Il faut en prendre compte et il faut agir en conséquence. Il faut arrêter de dire n'importe quoi et surtout d'insulter les gens quand on n'est pas d'accord avec eux. Alors, on termine ce tour de table sur la PPE. Le débat sur l'énergie semble quelque peu enlisé. Est-ce que c'est un peu le constat que vous faites, Karim Ben Ibrahim? Je rappelle que vous êtes député socialiste de Loire-Atlantique. Est-ce qu'il va falloir attendre la présidentielle et un débat en 2027? Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut attendre 2027 pour donner une feuille de route à notre pays? Je pense que rien qu'en posant la question, finalement, on a la réponse. Et face aux enjeux qui sont devant nous, de décarbonation, de souveraineté énergétique, d'indépendance diplomatique vis-à-vis d'autres pays, de compétitivité dans l'énergie qu'on fournit à nos entreprises comme aux foyers particuliers, à l'évidence, on ne peut pas attendre 2027 et on a besoin d'enclencher des choses très rapidement. Et je vais l'illustrer par quelques exemples. Si vous posez par exemple la question aux industriels qui sont devant nous, peut-on attendre 2027? Peut-on attendre encore 2 ans, voire même au-delà? Finalement, on ne sait pas quelle sera la situation politique après 2027. Est-ce que finalement il y aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale après 2027? Moi, je veux bien qu'on reporte tous les projets après 2027, mais ça me paraît un pari un petit peu risqué. Ce que nous disent les industriels, c'est qu'ils ont besoin de visibilité pour investir, et que l'absence de PPE nuit à cette visibilité. Notre table ronde, elle s'intitule souveraineté, PPE et souveraineté énergétique, souveraineté nationale. Moi, je pense qu'on a besoin de souveraineté et qu'on ne réussira pas la transition énergétique sans souveraineté nationale. Mais si on ne donne pas la visibilité aux acteurs industriels pour investir dans des usines de production d'éoliennes offshore, dans des gigafactories de panneaux photovoltaïques, alors on ne retrouvera pas notre souveraineté. Donc c'est la première raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas attendre 2027. Mathias le disait tout à l'heure, en Loire-Atlantique, on a l'exemple avec General Electric dans la production d'éoliennes en mer. On a eu aussi un exemple avec Systovi dans la production de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on a la volonté de développer de l'éolien et du photovoltaïque. Et moi, je pense que c'est le sens de l'histoire et que ça va dans le bon sens, bien évidemment. Mais cette transition énergétique, on la réalisera si on arrive à acquérir cette forme de souveraineté. Et donc, on a besoin d'envoyer des signaux positifs aux acteurs pour qu'ils investissent dans des capacités de production en France. Et puis, peut-être une autre raison, l'un des défis majeurs qu'on a devant nous, c'est aussi la transition écologique. Et la transition écologique, elle passe par la décarbonation ou la défossilisation, ou, dit autrement, par l'électrification de nos usages. Et donc, pour électrifier nos usages, on a besoin de nouveaux moyens de production. Et donc, on a besoin de lancer des investissements, là encore, dans les énergies renouvelables. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 2027 pour lancer ces investissements-là. Et puis, on a beaucoup parlé d'énergie renouvelable, parce qu'on est au colloque du CER, le syndicat des énergies renouvelables. Mais moi, je pense que face aux défis climatiques qui est devant nous, face aux enjeux de souveraineté qui sont devant nous, on ne pourra pas sortir en même temps des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire. Et donc, si je pose l'idée d'une sortie à long terme du nucléaire et d'un mix énergétique 100% renouvelable, pour autant, on a besoin aussi de lancer des investissements dans le nucléaire, ne serait-ce que pour prolonger la durée de vie des centrales existantes, parce qu'on sait que si on ne fait pas ces investissements-là, on est face à un effet falaise et avec un risque important de perte de capacité de production. Et je pense que sur cette question-là aussi, si on l'aborde de manière assez pragmatique, on peut aussi trouver des larges majorités à l'Assemblée nationale pour non pas converger sur une globalité d'une stratégie nucléaire, mais en tout cas sur un socle commun. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on ne pourra pas réussir la transition énergétique si on n'a pas notre souveraineté industrielle. Et je prends l'exemple
des masques, par exemple, pendant la crise du Covid. Au début de la crise du Covid, on n'a pas réussi à protéger nos soignants parce qu'on avait perdu l'outil industriel qui nous permettait de produire des masques. On sait qu'on a une transition énergétique à réaliser, mais si on n'a pas la capacité industrielle française ou européenne de produire ces panneaux photovoltaïques, de produire ces turbines dont on a besoin et qu'on dépend de forces étrangères qui peuvent être à un moment des partenaires commerciaux, mais qui peuvent aussi être des concurrents commerciaux, voire des forces qui nous sont hostiles sur le plan diplomatique et sur le plan des valeurs qu'on veut porter à travers le monde, alors on n'est pas certain de réaliser cette transition énergétique. Donc, a-t-on besoin d'une PPE, d'un décret PPE rapidement? Oui, mais je pense qu'on a aussi besoin d'une loi de programmation, parce que comme ça a été déjà dit par certains de mes collègues, un décret PPE, il suffit que le Rassemblement national arrive au pouvoir dans un avenir proche, et je crois que ça faisait partie des hypothèses qui avaient été envisagées par le président de la République, par exemple quand il a prononcé la dissolution en 2024, alors ce décret PPE, en une signature, peut tomber. Et donc je pense qu'on a un enjeu pour réussir ces objectifs de souveraineté, de décarbonation, d'indépendance, à inscrire les choses dans la loi. Et puis on parle décret PPE, on parle loi de programmation énergie-climat, mais on a aussi une autre échéance qui est devant nous, c'est celle du budget. Et quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière au moment du budget, quand on voit quelles ont été les dernières annonces de François Bayrou sur les questions, enfin les dernières prises de décision sur les questions énergétiques, on peut aussi douter de la réelle volonté de ce qu'on appelle le socle commun de mener cette politique ambitieuse de transition écologique. Je prendrai juste quelques exemples. Sur le projet de loi de finances 2025, l'ADEME, le Fonds Chaleur ont quand même été sacrément impactés. Et puis, plus récemment, les crédits alloués à la rénovation thermique des bâtiments ont aussi été remis en question par le gouvernement. Donc, je pense qu'on a ces trois échéances devant nous, la PPE, la loi de programmation énergie-climat, pour inscrire dans la loi des objectifs et une stratégie, et puis la question du budget. Et puis peut-être, pour terminer en quelques mots, je pense que sur un sujet aussi important, il ne faut jamais traiter la chose avec caricature. Et quand j'entends un de mes collègues qui pointe la responsabilité de la gauche qui aurait brandi la menace de la censure pour faire reculer le Premier ministre et l'empêcher de signer un décret PPE. Je rappelle juste que la réalité n'est pas celle-ci et que si aujourd'hui on n'a pas de décret PPE alors que Marc Ferracci avait annoncé sa publication imminente, alors que le Premier ministre l'avait signé et qu'au final il en a empêché la publication, ce n'est pas à cause de la menace d'un quelconque parti de gauche, mais c'est juste à cause de la menace du Rassemblement national d'un vote de censure qui a effrayé François Bayrou. Merci. Avant de vous entendre sur votre stratégie de souveraineté énergétique, je vais demander à Jules Nyssen de réagir. Exercice difficile parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. On a parlé de PPE par décret, retour au Parlement, proposition de loi sectorielle, budget. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, je vais réagir d'abord en remerciant tous les participants à cette table ronde d'être là, en excusant aussi Henri Alfandari qui devait être présent mais qui a été retenu sur une table ronde liée au Mercosur. J'aimerais quand même rappeler que c'est le CERC qui organise ces tables rondes, donc moi j'assume totalement qu'il figure ici, soit présent ici un député du Rassemblement national. Ça ne surprendra personne si je dis que la position sur la politique énergétique du Rassemblement national est totalement opposée à ce que nous on porte. Pour autant, il me semble qu'on côtoie M. Tanguy, qui a été invité l'an dernier, qui n'a pas voulu venir au Conseil supérieur de l'énergie, que Jean-Luc Fugit préside, et où on se fait quand même souvent traiter de nom d'oiseau, donc ce n'est pas forcément agréable. Mais en même temps, ça me paraît important que, plutôt que de laisser tel ou tel parti finalement donner sa ligne seul et sans contradiction, puisse venir l'exprimer dans une assemblée qui, en plus, n'y est pas forcément acquise, me semble-t-il. Donc j'assume la présence de tous les députés et eux qui sont présents ici au de cette table ronde. Alors ensuite, quelques remarques sur ce qui a été dit. Loi de programmation, programmation pluriannuelle de l'énergie. Je rappelle que c'est la 3e table ronde de députés qu'on fait. Sur le même sujet. La 3e. Il y a certains fidèles
là-bas à l'ouest, si j'ose dire. En 2023, on a fait une lettre ouverte aux parlementaires en disant il faut qu'on ait une loi pour voir clair, et puis après on regardera les décrets et puis la façon de la mettre en œuvre. Et puis à cette époque-là, il y avait une certaine forme de consensus. Moi, je me souviens, on a même gardé la capsule vidéo parce que ça donnait le sentiment qu'on allait y arriver, quoi, à faire. Bon, après, il y a eu toute une série d'aléas politiques. Je les ai rappelés ce matin dans mon discours. Je n'y reviens pas. Aujourd'hui, on est en mi-2025, vraiment deuxième partie de l'année. Je ne sais pas si on peut faire une loi. J'ai entendu des gens ici s'exprimer sur le sujet. J'ai entendu Raphaël Schellenberger dire que ce n'est pas possible. Et j'y reviendrai dans un instant quand on voit comment ça s'est passé au début de l'été. Ça ne met pas beaucoup d'optimisme. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas de PPE? Bien sûr que si, il en faut une. Et pardonnez-moi, monsieur Amblat, mais le décret portant PPE, comme le décret portant stratégie nationale bas carbone, ça n'est pas un décret d'application. Il n'y a pas besoin d'une loi pour faire ce décret. Le Code de l'énergie prévoit qu'il faut une PPE et que cette PPE doit être conforme à l'état de la loi qui dit et décrit quel est l'avenir énergétique du pays. Mais il ne dit pas qu'on ne peut pas prendre de décret s'il n'y a pas de loi. Ce n'est pas le décret d'application d'une loi. Donc il n'y a absolument pas de sujet de vol démocratique là-dessus. Et comme l'a rappelé Jean-Luc Fugit, ça fait 4 ans maintenant, ou au moins 3, que tout le monde discute de cette question. Chacun a ajouté la sienne, au point que Raphaël Schellenberger en a même fait un peu la caricature des motifs qui ont pu conduire les différents ministres à retarder la publication de cette PPE. Donc je pense que tous les points de vue ont été donnés là-dessus et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant, comme ça a été dit, en 2027, il y a une échéance nationale. J'espère que la politique de l'énergie fera partie des grands sujets qui y seront débattus. Et ce sera sans doute l'occasion de revoir la stratégie énergétique du pays à long terme, de la traduire dans les documents qui conviennent. Alors, est-ce qu'on doit se satisfaire de tout ça? Certainement pas. Mais en attendant, le secteur que je représente, mais au-delà du secteur, la France, notre pays, ne peut pas rester dans un vide énergétique total comme il est aujourd'hui. Ça n'est absolument plus possible. Il y a des secteurs qui dépendent d'une PPE pour que leur avenir puisse se développer. Mathias Tavel a rappelé la question de l'éolien en mer, mais la question du programme nucléaire aussi. Aujourd'hui, on vit dans une programmation pluriannuelle de l'énergie qui impose de fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035, dont 2 en 2027 et 2028. Voilà. Ça, c'est la règle aujourd'hui. Et on va aller à Bruxelles discuter d'un programme de soutien public pour le nouveau nucléaire, dont la Cour des comptes rappelle encore aujourd'hui qu'il est absolument déterminant pour que EDF puisse éventuellement avoir la capacité de le porter, avec un document administratif qui dit qu'il faut fermer des réacteurs. Tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Alors, tout à l'heure, il était question de décarbonation, et je trouve que Raphaël Schellenberger a été très positif dans sa façon de voir les choses, parce que peut-être qu'effectivement tout le monde est pour la décarbonation. Est-ce qu'on est aussi sûr de ça en réalité? Parce que si tout le monde était d'accord pour décarboner, je pense qu'on ne serait pas trop là à discuter de la question de comment il faut produire de l'énergie décarbonée. On essaierait surtout de se discuter de la meilleure manière de transformer notre consommation d'énergie. Ça s'appelle d'ailleurs une stratégie nationale bas carbone. C'est un peu l'angle mort de la discussion énergétique. C'est pourtant ce qui devrait tout guider. Alors évidemment, tout le monde propose sa solution énergétique. Alors, elles sont plus ou moins faciles à atteindre, mais il y en a certaines qui reviennent en fait à renoncer à la décarbonation, à proposer des choses qui sont inatteignables, à se priver des ressources de production énergétique. Je pense en particulier aux filières éoliennes, aux filières solaires, sans lesquelles on n'y arrivera pas. Donc, ne pas y arriver, pourquoi pas? On peut y renoncer, c'est tout à fait possible, c'est un choix. Mais à ce moment-là, il faut regarder quelles sont les conséquences de ce choix. Il n'y a pas d'alternative. Et je pense qu'il y a un certain consensus là-dessus. Et donc, c'est un peu attristant de voir à quel point dans l'Assemblée nationale, on en arrive à une hystérisation des débats, au point qu'on en arrive à faire voter un moratoire qui n'a même pas été proposé par le Rassemblement national, il a été proposé par un député LR. Un moratoire dont je pense que certains des députés qui l'ont voté ont dû entendre le week-end qui a suivi, revenant dans leur circonscription, que ça posait quand même un problème à un certain nombre d'élus locaux et d'acteurs de terrain. Alors finalement, heureusement, ou malheureusement d'ailleurs, le loi fait l'objet d'une motion de rejet, ce qui fait que ce moratoire n'existe juridiquement pas. Mais seulement ça a laissé une trace partout. Puisque c'est arrivé, ça peut à nouveau arriver. Voilà. Donc moi, je voulais vous le dire en tant que président du syndicat, mais aussi peut-être un peu en tant que citoyen. Je trouve que sur un sujet comme celui-là, où ce qui est en jeu, c'est le climat, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté de notre pays, sa dépendance vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, et où je crois que là, pour le coup, on peut tous être assez d'accord,
eh bien, la politique des lignes rouges, des oukases et du rapport de force permanent, ça commence à devenir vraiment fatigant. Et nous, on essaie d'être constructifs, de proposer des choses. Et on aimerait bien que, dans le contexte politique très compliqué qui est le nôtre aujourd'hui, on essaie de trouver un minimum de chemin de passage. Puis après, on remettra les compteurs à zéro en 2027 et on verra bien ce qui en sortira. Il nous reste une demi-heure, vous pouvez bien sûr réagir. L'idée, c'était derrière d'aborder la stratégie nationale de vos partis respectifs quant à la souveraineté énergétique, savoir un petit peu quelles sont les décisions à attendre demain, d'ici à 2027, enfin surtout dans la perspective de 2027, mais vous pouvez réagir bien évidemment. Alors, Julie Lernos, sur cette question de la souveraineté énergétique, sauf à vouloir réagir à ce qu'a dit Jules Nyssen, quel choix technologique, quel équilibre dans le mix pour demain? En fait, il y a un sujet sur lequel on ne légifère pas, dont on ne parle pas. La commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique, qui était présidée par M. Schellenberger, a fait l'impasse sur ce sujet-là. C'est la question de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique. C'est le levier indispensable de toute trajectoire sérieuse de programmation pluriannuelle de l'énergie, parce qu'il faut d'abord savoir combien d'énergie nous avons besoin. On a donc une nécessité d'investir massivement sur les transports du quotidien, pour réduire les énergies fossiles, pouvoir les remplacer, je donne cet exemple-là, mais y compris sur la rénovation énergétique thermique des bâtiments et des logements, on voit quand même que des reculs sur les années passées. Ensuite, il y a comment on va produire l'énergie dont nous avons besoin. Et dans tous les scénarios, les énergies renouvelables sont indispensables. Avant 2035, il n'y a pas d'autre énergie qui peut remplacer des énergies fossiles. Donc, les solutions rationnelles, tous les schémas et les modélisations ont été faites. On peut placer des curseurs de part et d'autre. En tout cas, ce modèle-là est celui qui est nécessaire pour arriver à un mix crédible. Sinon, effectivement, ça veut dire que si on fait un moratoire sur l'éolien et le solaire, ça veut dire qu'on laisse propager des énergies fossiles, car oui, il y a dans les rangs de l'extrême droite et des climato-fascistes qui existent partout dans le monde et dont la France n'est pas étanche aux idées nauséabondes qui sont propagées, y compris l'attaque en règle sur l'écologie de manière générale et sur le climat. Le climato-scepticisme est repris. Il y a des pseudo-scientifiques qui viennent sur des chaînes de télévision partout, qui se font passer pour des experts et qui font passer des fausses informations et qui remettent en doute l'origine anthropologique du réchauffement climatique. Et donc, c'est pour ça que sur le modèle et les solutions qui sont là, si on ramène un débat rationnel avec des faits scientifiques, tout le monde arrive à cette conclusion-là. Je voudrais un dernier mot, parce qu'en fait, je n'avais pas prévu d'en parler, parce que je trouve qu'on est au syndicat des énergies renouvelables et qu'on parle trop peu des énergies renouvelables. On est toujours dans une opposition ou dans une maldisance des énergies renouvelables qui seraient rejetées de la population. C'est faux, on l'a vu dans les derniers sondages qui ont été évoqués, qui ne seraient pas plébiscitées par les Français. C'est faux également, qui coûteraient plus cher. C'est faux également quand on regarde simplement les chiffres. Et c'est la question du nucléaire. La question du nucléaire, contrairement à ce qu'il dit, elle n'est pas maîtrisée. Elle n'est pas maîtrisée, on l'a vu en 2022, quand la moitié de nos centrales étaient à l'arrêt pour corrosion sous contrainte. Elle n'est pas maîtrisée parce qu'elle n'est pas robuste au réchauffement climatique. Quand on manque d'eau, on ne peut pas refroidir les réacteurs, or il faut les refroidir. On a vu, on pensait presque que c'était un Gorafi, les méduses qui ont arrêté un réacteur nucléaire. C'est aussi des effets du réchauffement climatique. Elle n'est pas maîtrisée non plus parce qu'on ne sait que faire des déchets. Et là aussi, il y a des millions, voire des milliards d'argent public qui devront être versés au verso. Et tout ça, aujourd'hui, le nucléaire est trop cher, arrive trop tard et est dangereux. Je suis désolée de devoir le rappeler. Et je pense que le secteur des énergies renouvelables, pourquoi en France, on est le seul pays européen où il n'y a pas ce développement massif qu'on observe dans d'autres pays européens? Parce que tous les investissements, l'argent public, le soutien, ils sont captés
par l'industrie nucléaire, sans d'ailleurs qu'on ait à voter quoi que ce soit comme loi ou comme budget. Ça passe dans France 2030. Les SMR, on a vu qu'on a donné de l'argent à fonds perdu. Et en réalité, on manque d'argent aujourd'hui. Et on a un problème sur la sécurisation et l'approvisionnement énergétique. Et puis, la question du prix de l'électricité qui est assez centrale, y compris à un moment donné où l'inflation est élevée, où on a un problème de recul de pouvoir d'achat, et que l'électricité en France est historiquement aussi plus bas que dans tous les pays, tous nos voisins européens. C'est faux de dire qu'avec le nucléaire, ce prix restera bas. Ça a été vrai historiquement. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Prenez combien coûte le mégawattheure qui sort de Flamanville versus le dernier parc éolien en mer. On voit bien que le rapport de force sur le coût de l'électricité n'est plus du tout le même et que ça ne peut pas être un argument. On fait appel à un espèce de patriotisme révolu. C'est pas celui sur le nucléaire qui emporte toutes les discussions sur la question énergétique. Et moi, je pense qu'au contraire, dans la période obscurantiste qui s'abat, je suis désolée d'être un peu pessimiste, mais qui s'abat de manière générale dans le monde, mais également en France, on a un devoir non seulement de lutter, de résister, mais de montrer aussi qu'il va y avoir les échéances municipales. La question énergétique, c'est la question démocratique, elles sont intimement liées, et la question de la décentralisation, parce que les énergies renouvelables, on les produit beaucoup moins centralisées, on va les produire en fonction des atouts d'un territoire. S'il y a beaucoup de vent, s'il y a beaucoup de soleil, s'il y a de la géothermie, s'il y a une région forestière ou boisée. Et donc, il faut qu'on puisse reprendre de manière offensive et positive ce discours-là, parce que c'est avec la société civile, avec l'opinion publique aussi, il faut oser reparler du réchauffement climatique, il faut oser reparler d'éolien, de photovoltaïque, pas avoir les énergies renouvelables honteuses, parce qu'au contraire, on sait qu'elle est l'unique solution, et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on continuera à se battre à quelque échelle que ce soit. Merci. Je voulais enchaîner avec Jean-Luc Fugit, mais je crois que Raphaël Schellenberger voulait réagir sur le sujet de la sobriété énergétique. Non, je pense qu'il y a un enjeu à produire de l'énergie décarbonée, on est tous d'accord. Il y a une urgence à la consommer. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que de l'énergie décarbonée, on en produit, mais on ne la consomme pas. Donc évidemment qu'il faudra demain en produire plus, parce que, en tout cas moi je le souhaite, que demain la part d'énergie décarbonée dans notre mix énergétique ne soit pas majoritaire, mais soit écrasante. Mais pour le moment, on ne la consomme pas. Et le défi urgent qu'on doit régler, l'urgence du moment, c'est consommer l'énergie décarbonée. Ça veut dire quoi? De façon très prosaïque, c'est ce qui a été dit par, je crois, presque tout le monde, c'est électrifier. Et tant qu'on est là, année après année, à essayer de refaire le sketch des éoliennes contre les centrales nucléaires, eh ben en fait, on ne débat pas du vrai sujet, c'est que de l'électricité décarbonée, on en a, et on ne la consomme pas, et on en a trop. Ce qui crée les problèmes de déséquilibre d'offre et demande, ce qui crée les problèmes de déséquilibre dans le financement public, ce qui donne des arguments aux anti-éoliens et aux anti-solaires, parce qu'on ne consomme pas l'électricité décarbonée qu'on produit. Donc l'urgence du moment, c'est de consommer cette énergie. Jean-Luc Fugit, sur la souveraineté énergétique, sur la stratégie du bloc central sur le sujet, ou pour le moins de votre parti? Alors, moi, je ne représente pas tout le bloc central, il faut exagérer, que je n'ai pas cette prétention. Mais par contre, j'ai la prétention de vouloir rappeler quelques points quand même. J'ai évoqué tout à l'heure un petit peu ce que je voyais dans la souveraineté avec nos trois grandes capacités, y compris la troisième qui était celle que vient d'évoquer Raphaël Schellenberger, à savoir accompagner mieux et plus nos concitoyens dans les changements, dans les modes de transition vers l'électrification. Et ça, c'est bien pour la consommation. Peut-être revenir un instant sur ce que disait ma collègue Julie Laernos sur la question de la sobriété. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve quand même que dans le travail qui a été fait autour de la préparation de la PPE, pour revenir un instant sur ce qu'il y a dans le décret, je rappelle qu'en 2023, la consommation globale de toute forme d'énergie en France, c'était 1503 TWh. Et l'objectif de la PPE, on peut ne pas être d'accord avec. Il n'en reste pas moins qu'il est fixé, le point d'arrivée à 2035, à 1100 TWh. Ce qui est quand même une baisse qui est quand même assez significative, et je pense que c'est bien par la sobriété et l'efficacité qu'on va passer de 1500 à 1100, bien entendu. En revanche, pour les 1100 restants, il faut aller avoir de moins en moins de fossiles, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, parce que quand même, encore une fois, le débat, l'objectif
Le but à atteindre, le pourquoi on est là, c'est la neutralité carbone 2050, c'est la sortie progressive des énergies fossiles. Et ensuite, on diverge un petit peu par le comment on va atteindre cet objectif. Et donc, pour en revenir sur le comment, moi je pense que, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut produire beaucoup, je reviendrai sur la consommation ensuite, donc d'énergie décarbonée sur notre sol. J'ai parlé tout à l'heure d'avoir un écosystème industriel qui soit donc compétitif, parce qu'évidemment, ça va de soi que écologie et économie marchent ensemble. Mais moi, je voudrais qu'on soit, en tout cas c'est le cas, c'est mon cas et je pense que c'est le cas dans mon groupe politique, nous sommes plutôt fiers d'avoir un mix électrique qui, lui, est décarboné à 95%. Et si l'année dernière, en 2024, on a exporté pour 89 TWh d'électricité parce qu'on n'avait pas la capacité à la consommer chez nous, on peut se dire sur le moment que c'est un peu embêtant d'avoir, bon, ça a fait rentrer quelques milliards dans les caisses de l'État, mais en plus, quelque part, ça aura permis, puisqu'on l'a vendu à des pays voisins, de décarboner un petit peu les pays voisins. Et finalement, ça participe à l'objectif global. On partage la responsabilité avec les autres pays de lutter face aux évolutions climatiques dramatiques. Donc je pense que c'est important. Dans les questions que vous posez la question de la massification un petit peu des énergies renouvelables, parce que c'est ça sous-entendu un petit peu à travers ce colloque aussi aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut aller vers l'industrialisation des énergies renouvelables. Et c'est vrai que l'année 2025, elle n'est pas bonne sur ce plan-là. Elle n'est pas bonne parce qu'on a été, dans les débats sur la loi de programmation, en effet, un petit peu dans la caricature. Moi, il m'est arrivé d'avoir honte des après-midi où je siégeais à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu honte quand le moratoire sur les énergies renouvelables a été voté. J'ai d'ailleurs j'avais pris la parole, je m'étais un petit peu énervé, je crois, cet après-midi-là. Ça peut m'arriver en donnant la lecture, après coup, après qu'il ait été voté, la lecture de l'amendement. Parce que je voulais être certain que celles et ceux qui l'ont voté se rendent compte de ce qu'ils avaient voté. C'est-à-dire l'interdiction de tout nouveau projet d'énergie renouvelable. Ça veut dire que l'agriculteur, chez moi, qui avait un projet, ne serait-ce que pour mettre quelques panneaux sur sa stabilisation libre, eh bien, c'était terminé. Ça voulait dire ça, en fait, le moratoire. Il faut quand même en avoir conscience. Je ne parle même pas des milliers d'emplois dont ont parlé certains de mes collègues tout à l'heure. Et donc, j'ai eu honte parce qu'en effet, on n'a pas été suffisamment responsable, bien entendu, mais en même temps, on sait dépasser les clivages. Et moi, je n'ai pas eu de mal à appeler mes collègues du bloc central à voter l'amendement proposé, entre autres, par le Parti socialiste, par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Je crois que d'autres groupes le proposaient aussi. Et j'ai demandé à mes collègues de le voter, celui qui demandait à avoir un minimum de 200 TWh d'électricité renouvelable d'ici 2030, enfin à partir de 2030. Sachant que l'année dernière, on en a fait 150 TWh. Eh bien, moi, je considère que c'est responsable de se dire qu'on unit nos forces au service d'une stratégie. Et j'ai trouvé cet amendement particulièrement bienvenu. Nous n'y avions pas du tout pensé. Ben, ce n'est pas le problème. Ils y ont pensé et du coup, on l'a voté et c'était très bien. Et je me réjouis que dans la foulée, les sénateurs l'aient repris, les conservé en tout cas, dans le travail début juillet au Sénat. Pourquoi je dis ceci? Ben, c'est pour donner un petit peu d'optimisme, dire qu'il y a quand même des choses qui sont possibles quand on travaille ensemble. Ceci dit, avant de conclure, moi je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il n'y a pas que les électrons et l'électricité renouvelable qu'il faut voir. Il ne faut pas oublier non plus les gaz renouvelables. C'est extrêmement important parce qu'ils amènent de la flexibilité au système énergétique. Et ça, c'est important. Et le biogaz, ça a du sens. Le biogaz, dans des territoires, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a la question des biodéchets, en application à la loi AGEC, qu'il faut à la fois collecter, valoriser. Et donc là aussi, il faut avoir un petit peu de réflexion et valoriser le sujet. Et puis, vous avez le sujet des boucles locales d'énergie. Vous avez aussi localement à travailler avec nos concitoyens. Moi, je rêve d'un moment où on parlera plus de l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable, mais qu'on parlera d'engagement. Et je vous rappelle que l'enquête du mois de mai dernier, et je le dis pour M. Amblard, 12 000 personnes interrogées dans ce pays, 1000 par chacune des 12 grandes régions. Et qu'est-ce qui ressort de l'enquête? Il ressort de l'enquête qu'à 80% de nos concitoyens, ils trouvent très bien les projets d'énergie renouvelable. Et il sort de l'enquête que 56% de nos concitoyens nous demandent de développer un mix à la fois sur le nucléaire et sur le renouvelable. Et ce que je dis à M. Amblard aussi, c'est que quand vous vous opposez au développement des énergies renouvelables, comment voulez-vous que d'ici la construction des nouveaux EPR, et moi je défends le nucléaire aussi, eh bien on puisse essayer d'ajuster
notre trajectoire pour atteindre nos objectifs de défossilisation, comment voulez-vous le faire tant qu'on n'aura pas de nouveaux EPR qui seront construits avant 2040? Merci, Eh bien d'ici là, excusez-moi, on a besoin d'énergie renouvelable. On a besoin d'énergie renouvelable et on n'a pas besoin, comme vous l'avez proposé une fois, d'aller chercher du nucléaire qui viendrait de Corée. Vous vous êtes un peu exprimé un jour là-dessus. Eh bien aujourd'hui, je trouve que c'est une grave erreur pour un parti qui se dit vouloir défendre la France, d'aller demander à importer du nucléaire, donc des technologies coréennes, au moment où nous, on peut faire la même chose avec les énergies renouvelables. Donc c'est particulièrement irresponsable et politiquement dangereux. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Et je voulais aussi dire en conclusion, parce que ça me tient à cœur. Il y en a des conclusions. Hein. Ah ben oui, mais c'est important parce que, après tout, il faut dire les choses. Quand c'est repris dans la presse, y compris dans la presse du dimanche, donc que les énergies renouvelables, la stratégie énergétique, ça coûte 300 milliards, etc., et qu'on mélange tout. Alors là, c'est les choux, les carottes, les navets, il y a tout le monde y est là. C'est la Ligue des Champions là. Et donc c'est assez incroyable. Mais on mélange les investissements sur les réseaux. Quand on parle que les réseaux, on va investir à cause des énergies renouvelables. Mais enfin quand même, à un moment donné, les réseaux électriques, quand on l'a fait pour le nucléaire, eh bien, il a bien fallu le faire parce qu'à un moment donné, on en bénéficie tous maintenant. Mais surtout, les réseaux, il y a beaucoup d'investissements liés à la maintenance. Il y a des investissements liés à l'adaptation au changement climatique. C'est tout ça qu'il faut intégrer. Et donc, avoir un débat énergétique digne de ce nom, ça ne se fait pas avec des postures, ça se fait guidé par la science et avec une vraie vision. Et la vision, c'est la sortie progressive des énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'il faut associer à la fois tout ce que l'on peut faire sur le nucléaire et tout ce que l'on peut faire sur le renouvelable. En tout cas, moi, je suis à votre disposition pour travailler ces sujets avec vous tous. Merci. Merci. Alors, il est 17h17. Je dis ça pour ceux qui doivent partir à 17h30. Et donc on va continuer cet échange sur vos stratégies respectives et puis on aimerait prendre quand même quelques questions, donc si vous pouvez autant que possible essayer de ramasser vos argumentaires. Je dis plus ça pour vous, Jean-Luc Fugit, parce que ça y est, le tour de table vous concernant est réalisé, mais je dis ça pour les autres. Je parlais pour tout le bloc central, il fallait que je parle pour les 4 partis. Allez, Mathias Tavel, si vous le voulez bien, député France Insoumise de Loire-Atlantique. Quelles mesures alors concrètes faudrait-il engager pour sécuriser notre approvisionnement énergétique? Bon, d'abord, décarboner, tout le monde est d'accord. Presque tout le monde. Il y a ici un groupe, vous le représentez, Monsieur Amblard, qui déposait des amendements pour permettre l'exploitation des gaz de schiste en France. C'est pas ce que j'appelle décarboner et sortir des énergies fossiles. Et vous les avez déposés une fois, 2 fois, 3 fois. Donc non, on n'est pas tous d'accord sur l'objectif de décarbonation. Certains considèrent que le changement climatique, c'est pas un sujet, que la pollution des sols par les gaz de schiste, c'est pas un sujet. Je parle des gaz de schiste parce que sur la décarbonation et sur la défossilisation, c'est majeur. Et aussi sur la souveraineté. Parce que sortir du gaz russe pour aller au gaz américain de schiste, ce n'est aucun progrès ni écologique ni de souveraineté. Donc, je pense qu'il faut aussi être clair sur le fait que sortir du gaz russe est nécessaire pour des raisons économiques, écologiques et géopolitiques, mais refuser l'accord qui a été conclu par la Commission européenne avec Donald Trump est aussi indispensable si on veut respecter nos ambitions de souveraineté et de lutte contre le changement climatique. Comment on fait? Ça a été dit, électrifier massivement les consommations. Ça nécessite, ce qu'on défend depuis très longtemps, une planification écologique. Ça nécessite des moyens budgétaires. Ça nécessite qu'il n'y ait pas le zigzag permanent sur MaPrimeRénov', sur le tarif de rachat, sur le leasing social pour les véhicules électriques. Bref, des objectifs d'électrification des usages qui soient socialement soutenables, désirables pour les gens qui n'ont pas 30 ou 40 000 euros à mettre dans une bagnole. Parce que si vous faites de la transition énergétique un produit de luxe, alors il ne faut pas s'étonner que les gens après vous disent « j'ai pas les moyens ». Et je vous le dis en venant d'un territoire populaire, ouvrier, où on est engagé dans cette transition, où aujourd'hui on a un grand port maritime qui vit à 60% du gaz, du pétrole, du charbon, et qu'on essaye de basculer vers d'autres activités, et notamment vers les questions d'énergie renouvelable, éolienne, mais aussi demain les carburants pour le transport maritime, mais la propulsion de la marine à voile pour réduire les besoins en énergie fossile pour les propulser, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que l'exigence sociale, les emplois liés à cette transition écologique, le prix auquel on y accède, soient des facteurs absolument déterminants pour fabriquer
de l'adhésion populaire à cet objectif. Et ça ne peut pas se faire avec uniquement les règles du marché qu'on connaît, les règles du marché européen qui font que vos factures s'envolent ou que demain, eh bien, parce qu'il n'y a pas la visibilité qui est donnée à telle ou telle filière, vous avez des plans de licenciement. La consommation, l'électrification et la production d'énergie renouvelable. Ce qui vient d'être dit est très juste. Monsieur Amblard, si vous ne faites pas d'éolien et pas de photovoltaïque, vous êtes en train de créer les conditions d'une rupture d'approvisionnement électrique en France d'ici 2035. Vous êtes en train de créer des coupures d'électricité signées Marine Le Pen. C'est ça votre programme. Ou alors c'est que vous ne décarbonez pas et vous serez en train de créer une accélération du changement climatique et le fait que la France, qui a accueilli l'accord de Paris, sera peut-être une des nations qui le respecterait le moins. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de dire aux Français que vous allez les priver d'électricité par dogmatisme parce que vous ne voulez pas d'éolien ou de photovoltaïque, alors même que sur le terrain, vous avez des projets absolument remarquables, menés avec les communes, menés avec les citoyens, qui sont largement soutenus partout sur le territoire. Qu'il y ait une question de répartition sur l'ensemble du territoire pour ne pas tout mettre au même endroit, ça c'est vrai, et on l'avait défendu au moment de la loi Aper, mais ça n'est pas sérieux de penser que l'avenir énergétique du pays, c'est d'enterrer les énergies renouvelables électriques que sont l'éolien et le photovoltaïque. Dernier mot, et j'en termine là, j'entends beaucoup dire il ne faut pas alimenter la guerre entre les énergies, entre le nucléaire et les renouvelables. C'est bizarre, les seuls que j'entends dire ça, c'est les partisans des énergies renouvelables. J'ai juste un peu l'impression que parfois vous êtes devenus adeptes du désarmement unilatéral. À quel moment, quel jour avez-vous entendu les partisans de l'électricité nucléaire arrêter la guerre contre les renouvelables? Quand? Quel jour? Sur le tarif de rachat du photovoltaïque? Sur la PPE? Quand? Moi, j'aimerais bien, mais je ne les ai pas entendus. Et quand nous avons proposé à l'Assemblée, je me tourne vers Julie parce qu'on avait la même démarche, de dire nous sommes prêts, s'il y a les objectifs chiffrés par filière dans la PPE, à accepter que d'ici, dans les 5-10 ans qui viennent, on maintienne le nucléaire existant. Pour nous, qui sommes partisans de la sortie du nucléaire, c'était une main tendue que franchement, on n'a pas fait souvent. La seule réponse qu'on a eue, c'est une porte claquée au nez. Donc si il faut arrêter la guerre entre les énergies, que ceux qui sont du côté du nucléaire et qui mènent une guerre constante contre les renouvelables commencent aussi par agiter le drapeau blanc. Raphaël Schellenberger, pour rebondir sur le propos à l'instant de Mathias Tavel, la stratégie énergétique de long terme, elle repose sur 2 pieds, nucléaire et énergie renouvelable? Alors, moi, j'agite le drapeau blanc déjà. Moi, j'ai pas voté le fameux amendement en question sur les moratoires, etc. Moi, je pense 2 choses. Aujourd'hui, on est en surproduction, on est en effacement de production, on est en réduction des capacités de production des outils pilotables décarbonés, donc le nucléaire. Donc, on a un sujet de marché. Il faut accélérer sur la consommation. C'est pas grave qu'on soit un peu en décalage entre la production et la consommation, c'est normal dans les phases de transition. Mais il faut qu'on mette plus d'efforts politiques et donc budgétaires sur la consommation pour que cet écart ne s'agrandisse pas et ne crée pas des troubles trop importants demain qui, à la fin, seront payés par le budget commun. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on pense système. Et pour ça, il y a de mon point de vue 2 choses à faire de façon urgente. La première, c'est que chacun doit prendre un peu de responsabilité sur le fonctionnement du système. C'est pas la même chose quand on découvre ce que c'est que l'éolien, le solaire notamment, qu'on incite les gens à poser 2 panneaux sur leur toit et qu'on commence à faire les premières fermes solaires. C'est pas la même chose quand on est dans cette situation-là que quand on est dans une situation dans laquelle le solaire devient une énergie compétitive, potentiellement massive. À partir du moment où elle devient potentiellement massive, elle prend une part importante dans le mix, eh bien, elle a une responsabilité vis-à-vis du système. Et je crois que ça, il faut qu'on le mette en place. Alors, moi, une fois que j'ai dit ça, je pose le principe. Comment, techniquement, est-ce que c'est coupler des offres de production avec des offres de consommation? Est-ce que c'est mettre en place des capacités de stockage pour couvrir la pointe du soir? Ça dépasse le pouvoir prescriptif du politique. Mais
mais il faut qu'il y ait cette pensée système. Et pour la pensée système, il y a un dernier élément, c'est-à-dire que la façon dont on conçoit les règles communes, les fonctions de système électrique notamment, elle n'est pas pensée aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, dans le monde de production un peu plus éclaté dans lequel on est aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'on éclate aussi les fonctions, c'est ce pourquoi je plaide, notamment dans le marché des capacités. Eh bien, un stockage intersaisonnier, ça coûtera jamais la même chose qu'un stockage journalier, ça coûtera jamais la même chose qu'un service de maintien de fréquence quand c'est nécessaire. Et je crois qu'il faut qu'on sache rémunérer chacun de ces services au juste coût pour que derrière la responsabilité de la tenue du système elle soit partagée et que chacun fasse l'effort de vivre ensemble sur ce réseau électrique qui est quand même l'outil de la décarbonation rapide dans notre pays. On ne parle jamais assez du gaz renouvelable, des fuels renouvelables, etc. Il y en a, il faut tout faire pour aller les récupérer, mais massivement, c'est quand même par l'électrification qu'on décarbonera. Donc il faut que le système arrive aussi au cœur de nos préoccupations et la tenue de ce système soit une préoccupation partagée. Maxime Amblard pour le Rassemblement national, député de la Meuse. Alors, quelle stratégie de souveraineté énergétique défend le RN? On a cru comprendre que vous voulez un stop à l'éolien et au photovoltaïque. Alors, je répondrai à la question. Alors, je regrette que mes autres collègues se soient plus employés à m'attaquer plutôt qu'à répondre à la question. Mais avant cela, je préfère revenir point par point sur ce qui a été dit, parce que j'ai entendu des choses qui me font bondir. Sur l'électrification, je suis totalement d'accord avec M. Schellenberger. On a un problème d'électrification des usages aujourd'hui qui ne va pas assez rapidement. Et pour quelle raison? Le prix. On a des prix d'électricité qui se sont envolés, qui augmentent continuellement depuis 20 ans. Et avec des prix pareils, le boulanger n'a pas envie de changer son four à gaz avec un four électrique. Ah, c'est aussi simple que ça. Des prix qui ont d'autant plus augmenté depuis que M. Macron est au pouvoir. Donc déjà, employons-nous à essayer de faire baisser les prix de l'électricité pour permettre cette électrification. Je pense que c'est pas plus mal. Ensuite, j'ai une question une remarque plutôt, une attaque, sur la consommation à venir d'ici 2035. Comment va-t-on faire? Alors déjà, essayons de pallier au surplus de production qu'on a, ce sera déjà pas mal. Puis ensuite, imaginons, on a besoin, je crois que ce que prévoit la PPE, c'est 80 TWh d'ici 2035, il me semble de mémoire. Déjà, si on prend en compte les mêmes hypothèses que la PPE, si on passe le facteur de charge du parc nucléaire de 65%, qui est une hypothèse contestable, à 75 voire 80%, qui sont les objectifs de M. Fontana aujourd'hui chez EDF, on augmente la production nucléaire de 40 à 50 TWh par an. Ensuite, je vous propose de faire du Power Up, parce qu'à un moment, votre gouvernement avait proposé d'augmenter un petit peu, grâce à des améliorations du contenu, du générateur de vapeur ou des dispositifs qu'il y a dans les réacteurs nucléaires, d'augmenter un petit peu leur puissance individuelle, ce qui nous ferait gagner l'équivalent de jusqu'à 1,5 EPR2 en puissance pour 3 milliards d'euros à peu près, et on monterait du coup à 70 TWh sur les 80. Je vous les ai trouvés, votre TWh. Et ce n'est pas au même prix que les subventions pour les énergies intermittentes. Je suis désolé. Parce que ce que vous avez tendance à oublier, c'est que les énergies intermittentes ont quand même coûté, et pas en investissement, en perfusion publique, parce que c'est une dépense sur toute la durée de vie de l'installation. Pour la puissance installée, elles ont coûté, de mémoire, 40 milliards déjà dépensés et 90 milliards engagés jusqu'à la fin de la durée de vie. Le parc nucléaire historique, ça c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est 121 milliards. L'un produit 75% de notre électricité, et même en produit trop, parce qu'on est obligé de réduire sa puissance aujourd'hui pour laisser la priorité aux énergies intermittentes. Et de l'autre côté, ça produit 15% de notre électricité. Bon, la messe est dite, je suis désolé, il faut regarder les chiffres et être un peu honnête. Ensuite, sur les emplois, Monsieur Fugit, vous n'avez pas beaucoup tremblé quand vous avez voté la fermeture de Fessenheim et les 2000 emplois directs et indirects supprimés. Alors je pense que l'indignation à géométrie variable, ça commence à suffire. Donc, quand vous parlez d'emploi, vous avez voté la réouverture. Vous devriez regarder ce que vous La salle des machines est démontée, vous voulez la réouvrir. Oui, la salle des machines est démontée, mais le circuit primaire ne l'est pas. Donc à partir du moment où ce n'est pas le cas, il est toujours possible de le remettre en état et de refaire fonctionner. J'ai bossé quand même un petit peu dans le sujet, donc...
Oui, c'est vrai que vous avez le monopole du sérieux. Au niveau du... Alors, les dépenses pour l'énergie, c'est bon. Les hydrocarbures, ah oui. Le procès qui nous est fait sur l'amendement que l'on a voulu faire voter pour se remettre, arrêter d'être hypocrite surtout et prétendre qu'on peut se passer de notre consommation d'hydrocarbures du jour au lendemain ou même en 10 ans. Totalement, c'est 60% de l'énergie qu'on consomme quand même. Hein. Donc en 10 ans, alors que tout le monde dit que c'est totalement... Enfin, si c'est possible, si on appauvrit drastiquement la France et les Français. Oui, ça c'est possible. Autrement, ce n'est pas possible. Donc arrêtons d'être hypocrites, arrêtons d'importer des hydrocarbures qui sont produits dans des pays, dans des conditions qu'on ne maîtrise pas, et exploitons ce que nous avons sur notre sol jusqu'à ce qu'on puisse s'en passer, et d'autant plus que ça permettra de financer le fait de s'en passer. Nous qui cherchons des moyens, de l'argent aujourd'hui, je pense que ce n'est pas du luxe. Ensuite, sur la question de la souveraineté, enfin, j'ai envie de dire, je vais répondre à la question. La souveraineté... Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'une entité géographique puisse détenir le pouvoir décisionnel sur les entités morales et physiques de la zone géographique dont il est souverain, sans dépendre du pouvoir décisionnel d'un tiers. Bien. Donc on peut décider souverainement de construire un hôpital, c'est une décision souveraine. Cependant, si nous n'avons pas l'énergie nécessaire et suffisante pour... exploiter les matériaux, les raffiner, les assembler, construire l'hôpital et le faire fonctionner, il n'y aura jamais d'hôpital. Donc en fait, cette notion de souveraineté doit toujours être, à cette notion de souveraineté doit toujours être adjointe la notion de souveraineté énergétique. Souveraineté énergétique qui est le fait de garantir à cette entité, enfin à cette, on va dire ce pays pour être plus simple, un approvisionnement énergétique stable, soutenable. Donc la soutenabilité concerne l'économie, mais aussi l'environnement. Donc l'aspect de la décarbonation est inclus dans cette définition-là. Et accessible. Accessible aussi à la fois au niveau de l'approvisionnement direct, donc les lignes électriques, mais aussi accessible au niveau du prix. Si on prend cette définition-là, donc là on définit la souveraineté énergétique, et qu'on regarde les sources d'énergie à disposition et qu'on regarde les contraintes physiques intrinsèques à ces sources d'énergie, je pense par exemple les gisements disponibles, je pense aussi au taux de retour énergétique, je pense à l'impact environnemental, aux impacts sanitaires, je pense évidemment aux émissions de gaz à effet de serre, mais on peut les mettre dans les impacts environnementaux, et je pense au coût de production de l'énergie finale, que ce soit de l'essence, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité, que ce soit n'importe quel vecteur énergétique ou d'énergie finale. Si on prend toutes ces contraintes-là et qu'on les regarde au travers de la définition de la souveraineté énergétique que je viens de vous donner, on arrive à hiérarchiser de façon pragmatique, rationnelle, scientifique, physique, les sources d'énergie les unes par rapport aux autres au regard de leur cohérence, de leur respect de la souveraineté énergétique. Et qu'est-ce que j'observe en premier ? C'est que la source d'énergie la plus respectueuse de la souveraineté énergétique, c'est l'hydraulique. La deuxième, ce serait le nucléaire de 4e génération, qui utilise mieux la matière que le nucléaire de 3e génération qui arrive après. Ensuite, on a toutes les énergies renouvelables pilotables que je vous ai citées, la biomasse, la géothermie, l'aérothermie, le biogaz, etc. Ensuite, derrière, dû au fait de leur intermittence et de cette nécessité d'avoir un réseau électrique toujours équilibré, les énergies renouvelables intermittentes, donc éolien et photovoltaïque, et ensuite, loin derrière, et oui, nous l'assumons et nous le disons au Rassemblement national, loin derrière, les énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole et le charbon. Merci. Je crois que Julie Lernos et Max Tavel, vous devez partir, c'est ça ? Non, non. Oh, ok, très bien. J'en termine là, du coup. Voilà, du coup, quelle est pour moi la vision de la souveraineté énergétique. Et c'est sur cette base-là que le programme du Rassemblement national développe son argumentaire, en tout et pour tout, contre toutes les approximations et les a priori que peuvent véhiculer mes adversaires. Merci. Karim Benbrahim, député socialiste de Loire-Atlantique. À quel impératif doit répondre notre stratégie de souveraineté énergétique ? Pour conclure ce tour de table. Ouais. Puis moi, j'ai pas de train à prendre, mais il y a peut-être certains dans la salle qui ont un train à prendre, donc je vais essayer d'être rapide, même si en général, quand un élu dit qu'il va être rapide, il y a souvent des risques que ce soit lui qui soit le plus long. Donc je me lance un peu un défi en disant ça. Je vois le chrono qui défile. Quel impératif pour notre stratégie de souveraineté énergétique ? Moi, je pense que notre stratégie énergétique, elle doit répondre à 3 enjeux. Le premier, il est partagé par la plupart d'entre nous, c'est de réussir cette décarbonation qui est un impératif pour lutter contre le dérèglement climatique.
Le deuxième objectif auquel doit répondre notre stratégie énergétique, c'est de renforcer nos souverainetés énergétiques et industrielles. Énergétiques pour dépendre de combustibles, enfin pour moins dépendre de combustibles importés depuis des pays qui bien souvent partagent des valeurs qui sont divergentes aux nôtres. Hein. Je pense à la Russie, je pense aux pétromonarchies par exemple. Et puis l'enjeu de souveraineté industrielle avec derrière la question de création d'emplois et de maîtrise de l'outil qui nous permettra de réussir cette décarbonation. Et puis le troisième objectif, ça doit être de permettre à nos ménages et à nos entreprises d'avoir une énergie qui soit à la fois disponible, c'est-à-dire en quantité suffisante, et puis à un prix compétitif pour les ménages, mais aussi compétitif pour nos entreprises. Et quand je dis ça, ça renvoie aussi à la question de la souveraineté, puisque c'est bien si nos entreprises disposent d'énergie compétitive à un prix compétitif qu'elles permettront d'acquérir des parts de marché, de se consolider et donc de conforter notre souveraineté industrielle qui est aujourd'hui bien mise à mal. Et puis, je pense que finalement, ces objectifs, ce sont aussi des conditions à la réussite de la transition écologique. C'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, il n'y aura pas de transition écologique sans souveraineté et il n'y aura pas non plus de transition écologique sans maîtrise du prix et en fait sans justice sociale. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on a des ménages qui, le 15 du mois, n'arrivent plus à remplir leur réfrigérateur. Et puis, dans le même temps, on leur dit qu'il faut changer de véhicule, avoir un véhicule électrique, isoler son logement pour avoir des consommations énergétiques plus faibles. Eh bien évidemment, si on ne propose pas des solutions qui permettent de concilier transition écologique et justice sociale, alors on n'arrivera pas à relever ce défi. Et c'est d'ailleurs sur cette difficulté-là, notamment, que prospère aujourd'hui le Rassemblement national. J'ai pris deux exemples, le véhicule électrique et l'isolation de nos logements. Comme par hasard, le Rassemblement national est contre le passage du véhicule thermique au véhicule électrique et s'oppose aussi à toutes les politiques qui ont vocation à renforcer nos objectifs de maîtrise de consommation énergétique dans le bâtiment en remettant par exemple en cause le DPE. Donc on voit même finalement que derrière ça, il y a aussi des enjeux démocratiques et de protection de notre République. Donc pour atteindre ces objectifs, 4 leviers. Le premier, c'est la réduction de nos consommations en passant par la sobriété. Aujourd'hui, la sobriété, ce n'est pas encore quelque chose qui fait consensus dans le débat public. Et moi, je l'entends malheureusement trop fréquemment quand je vais en commission à l'Assemblée nationale. Quand on parle de sobriété, on nous renvoie, notamment sur les bancs de l'extrême droite, qu'on veut renvoyer les gens vivre dans des huttes, se déplacer uniquement à pied et à trottinette. Et on a bien souvent des propos caricaturaux là-dessus. Et puis ouais, pas forcément électrique. Et puis la réduction des consommations, c'est aussi l'efficacité énergétique. Et donc se pose aussi la question du soutien à ces politiques-là. Et j'évoquais tout à l'heure les allers-retours, par exemple, sur MaPrimeRénov', qui était dommageable à ce premier levier donc, de réduction des consommations. Le deuxième levier qui doit être activé, c'est celui de l'électrification. Et donc, un exemple, encore une fois, c'est le développement du véhicule électrique et donc le leasing social pour permettre à chacun de nos concitoyens de pouvoir avoir accès à ce type de véhicule. Le quatrième levier qui doit être activé, c'est l'investissement massif dans les énergies renouvelables. C'est créateur d'emplois. On voit que les prix d'année en année, d'appel d'offres en appel d'offres, sont décroissants. Et puis c'est aussi aujourd'hui le seul outil industriel à notre disposition pour augmenter rapidement nos capacités de production et donc répondre à cet objectif d'électrification. Pour autant, je pense que la question du développement... Je profite parce que j'ai en face de moi des professionnels des énergies renouvelables et je pense que pour avoir un débat démocratique serein, il faut aussi mettre sur la table l'ensemble des questions. Je pense que sur cet enjeu-là, on a encore quelques enjeux qui sont devant nous, notamment la question du partage de la valeur. Le partage de la valeur des projets d'énergie renouvelable qui sont construits sur nos territoires. Quel modèle pour l'agrivoltaïsme? Et puis la question, bien évidemment, aussi de l'acceptabilité est encore posée, l'acceptabilité de nos concitoyens
Et je pense que si on règle aussi la question de la justice sociale, alors on aura aussi en partie réglé la gestion de l'acceptabilité de nos citoyens. Et puis le quatrième levier, c'est continuer à investir dans le nucléaire de manière modérée, mais un mix énergétique ou un mix électrique 100% renouvelable pose encore aujourd'hui des défis d'acceptabilité, je le disais, encore des incertitudes sur les prix, des incertitudes sur notre capacité industrielle à faire, et puis des incertitudes sur la pilotabilité d'un système électrique qui serait 100% renouvelable. Donc nous, on propose d'une part de prolonger la durée de vie des centrales existantes jusqu'à 60 ans, et puis voilà, de lancer 8 nouveaux EPR de manière à avoir une base de nucléaire minimale pour réussir à garantir la pilotabilité du réseau électrique. Tous ces choix pour conclure, on souhaite qu'ils reposent sur le débat démocratique et puis sur le débat scientifique. Je pense que sur une question importante comme celle de l'énergie, il faut sortir des dogmes et des positions parfois peut-être quasi religieuses sur les questions énergétiques. Et donc, dans une situation où finalement, aujourd'hui, on est dans une forme d'instabilité politique, mais aussi avec un défi qui est immense devant nous et sur lesquels, en fait, on ne connaît pas encore toutes les clés. Moi, j'entends beaucoup, je vais conclure, mais j'entends beaucoup de questions, par exemple, j'avais dit, je vais faire rapide, mais finalement, je vais peut-être être le plus long. J'entends beaucoup de questions, par exemple, sur le coût de production. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des incertitudes des deux côtés. Il y a des incertitudes sur le coût de production du nucléaire. L'EPR, on n'en a fait qu'un seul, c'était un démonstrateur. Des démantèlements de centrales nucléaires, on n'en a jamais fait. Donc le coût réel du nucléaire, on ne le maîtrise pas totalement. Et puis le coût réel du développement des énergies renouvelables, là aussi, on ne le maîtrise pas totalement. J'ai évoqué tout à l'heure la baisse constante des coûts de production. Pour autant, derrière, il y a d'autres coûts annexes, le coût du raccordement, mais aussi le coût des services systèmes. Et je pense que sur ces points-là, on doit aussi continuer nos études. Et donc, sur la base du retour d'expérience qu'on aura dans quelques années, je pense qu'on aura besoin d'une loi de programmation immédiatement et puis d'une loi de programmation énergétique qui sera actualisée sur la base des éléments qui seront à nouveau en notre possession. Merci à toutes et tous. Il s'est dit beaucoup de choses. Jules Nyssen, qu'est-ce que l'on retient de cette dernière séquence ou plus largement de l'ensemble de la séquence? Moi, je crois qu'il était évoqué la question d'une guerre nucléaire renouvelable. Je pense qu'on n'est pas en guerre, là. On est en train d'essayer de réfléchir à la manière dont on peut finalement sortir notre pays de sa dépendance énergétique et puis également des conséquences du changement climatique. Donc moi, je trouve qu'on est dans un système complexe, ça a été dit. Alors il y en a qui ont tapé sur la PPE en pensant abattre les renouvelables. Ils ont aussi abattu le nucléaire. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Moyennant quoi, ils ont en fait favorisé le statu quo et le maintien dans la dépendance aux énergies fossiles. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le facteur de charge, mais je renvoie à ce qui avait été dit sur le sujet par Xavier Piechazic dans un événement de la Creux, sur le prix. Mais la même Creux a fait un document très complet sur les questions-réponses qui permettent de regarder où est la réalité. Moi, j'aimerais juste te dire que quand on est en excès d'offres d'électricité, c'est peut-être un peu plus confortable que quand on est en insuffisance, même si ça pose quand même des difficultés. Ça crée plutôt une opportunité pour faciliter la bascule vers l'électrification des usages. Et puis, je voudrais aussi dire que pour loi de programmation, PPE, c'est pas déverser à l'instant T, le jour où le décret est signé, des tas d'électrons dans le réseau. C'est la préparation des infrastructures du futur, chacune avec sa temporalité. Et l'appel d'offres numéro 10 de l'éolien en mer, c'est pas pour des livraisons, malheureusement, pour 2026 ou 2027, c'est pour beaucoup plus tard. Après, je voudrais, pour aller très rapidement, dire un petit mot du fait que la question des territoires me paraît être importante, ça a été un peu évoqué. D'abord, je voulais parler des boulangers, rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense que les boulangers qui chauffent leur four au gaz, ils doivent avoir un assez mauvais souvenir du moment où le prix du gaz a complètement explosé. Et il me semble que globalement, la production d'électricité sur le territoire national est quand même une garantie qu'il y aura une stabilité des prix dans la durée. Et puis plus globalement, je constate moi que les élus locaux, il y en a qui se sont exprimés tout à l'heure dans ce colloque, ont envie d'avancer.
Eux aussi, ils ont le souvenir des factures d'énergie qui flambent. Ils réfléchissent à faire des boucles locales d'énergie. Ils réfléchissent au territoire, à une forme, non pas d'autonomie absolue du territoire, mais en tout cas une forme de neutralité carbone du territoire. Et quand on va sur le terrain, quand on va dans les circonscriptions de ce pays, je trouve qu'on voit des gens qui ont envie d'avancer. Et on pourrait s'interroger donc sur l'intérêt que la politique de l'énergie française, qui date d'une vision très, très centralisée du sujet énergétique, qui était liée à la nature de ses principaux moyens de production, évolue vers quelque chose où il y a plus de responsabilités données aux élus locaux, parce que l'enjeu, c'est bien de rendre chacun acteur de la transition énergétique. Il paraît qu'à quelques minutes de ça, Donald Trump a déclaré à la tribune de l'ONU, là aujourd'hui c'est la veille du sommet sur le climat qui aura lieu demain, que le changement climatique, c'était la plus grande escroquerie intellectuelle du moment. Moi, je ne pense pas que nos concitoyens, dans leur extrême grande majorité, pensent ça. Je pense qu'ils sont tous préoccupés par le changement climatique, ils sont tous préoccupés par la dépendance que crée notre consommation d'énergie fossile, mais personne n'a la clé comme ça devant lui. Donc si on rend les gens acteurs de tout ça, je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup d'efforts et d'accepter beaucoup de choses. Il suffit que ça soit juste, que ça soit expliqué, qu'il y ait de la redistribution derrière. Et je ne vois pas de raison pour laquelle un grand pays comme la France n'aurait pas les moyens de faire ça, notamment grâce à l'avance qu'elle a déjà sur le plan de l'électricité. Donc avec tout ce qui a été dit, j'aimerais quand même conclure sur cette note positive. Merci Jules Nyssen. Merci beaucoup à nos parlementaires. Merci d'avoir accepté de venir débattre et d'échanger votre vision. Merci Julie Lernos, merci Mathias Tavel, merci Raphaël Schellenberger, merci Jean-Marc Fugy, merci Maxime Amblard et merci à vous Karim Ben Brahim. Merci beaucoup à toutes et tous.